tous, merci d'être avec nous. Il est 19h46, on est en direct et c'est Touche pas à mon. Je voudrais vous remercier, chers téléspectateurs, parce que vous avez fait Touche pas à mon poste le premier talk de France encore cette année. Donc merci à vous d'être aussi nombreux à nous regarder. Alors, ça devait être la dernière ce soir, c'est pas encore sûr que ce soit la dernière parce qu'avec les événements politiques qui se trament et qui se passent, quoi qu'il arrive, sachez-le, il y aura un face à Baba spécial, c'est sûr et certain. Voilà, Gauthier Lebray sera normalement à mes côtés. Il faut que je demande à... Je vais appeler Serge Nedjar, patron à CNews, pour lui demander que vous soyez à mes côtés. Mais voilà, j'espère... Comme ça, c'est fait. Comme ça, bah oui, comme ça, oui, je vais appeler Serge, mon ami, et je suis sûr... Voilà, et on va faire une émission spéciale, ça c'est sûr. Après, que je revienne dans Touche pas mon poste, c'est pas complètement impossible, sachez-le, puisque ça va être en fonction des événements. De toute façon, moi je suis pas loin, j'ai pris une petite bicoque à côté, c'est 2 minutes. Je peux vous dire, je fais un aller-retour direct. Émission de fou encore ce soir, puisque dans un instant, on aura Sarah Knafo, elle va nous expliquer tout ce qui s'est passé avec Marion Maréchal, bien entendu, puisqu'elle est députée européenne Reconquête. Et d'ailleurs... Et Sébastien Chenu qui est avec nous, qu'on peut applaudir. Merci d'être avec nous, porte-parole du Rassemblement National. Merci d'être là. Merci. Je pense que vous devriez rester dans les parages, qu'il va se passer des choses avec Sarah Knafo également. Vous verrez. On aura également Loïc Signor, porte-parole Renaissance et candidat aux élections législatives. Il sera en face de Louis Boyard. Écoutez, là, franchement, mec, j'espère qu'il va gagner. Bon, c'est comme si, franchement, c'est quand même... c'est Louis Boyard quand même. Oui. On espère que ça va passer. Même Gilles, je pense qu'il va... Même Gilles, il est capable de voter Loïc Signor. Si j'avais été dans la circonscription, ça n'aurait pas été exclu. Mais vous savez que moi, je déménage exprès pour voter contre. Je suis en train de préparer mon déménagement. Voilà. Merci. Puis on aura Éric Ciotti, l'homme dont tout le monde parle, qui sera avec nous tout à l'heure. Donc encore émission de fou ce soir. Merci Sébastien Chenu d'être avec nous. C'est la première fois que vous venez. Non, vous êtes venu, mais il y a très vous m'avez longtemps. déjà oublié, mais il y a très longtemps, je suis venu. Non, il y a très longtemps, mais j'étais. Je suis désolé de ne pas vous avoir marqué. Non, mais alors, moi, physiquement, j'étais bien en Justement, dessous. j'aurais aimé vous marquer physiquement. Oui, bah, ça, vous m'avez marqué. Bon, vous êtes forcément heureux des résultats de dimanche soir. Je suis heureux, ça donne aussi le sens des responsabilités. Et puis, j'ai le sentiment qu'il y a une connexion avec les Français qui est forte. C'est-à-dire que nous, ce qu'on propose depuis longtemps, nos analyses, nos solutions, j'ai l'impression qu'elles rencontrent aujourd'hui l'adhésion de beaucoup de Français. Je trouve que les Français méritent mieux que les hommes politiques qu'ils ont, méritent mieux le sort qui leur est réservé. Et c'est aussi pour ça que moi je me présente, que mes camarades se présentent et qu'on essaye de bâtir une offre politique pour redresser le pays. Alors justement, Sébastien Chenu, on voit, vous êtes en tête dans les sondages, et il y a plein de gens qui disent... le lendemain du 7 juillet, ce sera Jordan Bardella, donc le Premier ministre, et vous serez peut-être, on parle de vous d'ailleurs dans un ministère, vous savez mieux que moi, bon voilà, et il y a beaucoup de gens qui disent le RN, ça nous fait peur. Qu'est-ce que vous dites à ces gens ? D'abord, je leur dis de nous regarder tels que nous sommes. Ça fait 2 ans qu'il y a 88 députés à l'Assemblée nationale. Ça fait 2 ans qu'on a vu les députés du Rassemblement national dans la réalité de ce qu'ils sont, des hommes et des femmes qui sont souvent d'ailleurs issus du peuple. On a un marin, un prof, une dame qui était agent d'entretien. Ils sont devenus députés et ils ont travaillé sur tous les sujets. Ils apportent des réponses sur tous les sujets. Donc déjà, nous regarder tels que nous sommes. Regardez aussi ce qu'on propose réellement. Ne pas nous combattre sur des fantasmes. C'est normal qu'on soit combattu, qu'il y ait une opposition, des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, c'est normal. Mais faites-le par rapport à ce qu'on propose, pas par rapport à des fantasmes, à des dingueries, à des histoires totalement fantasmatiques, à des trucs qui circulent sur les réseaux sociaux. Regardez-nous tels que nous sommes, combattez-nous pour ce que nous proposons et rendez-vous compte que ce que nous proposons, souvent, dans d'autres pays, c'est mis en œuvre et ça marche. Alors, justement, Sébastien Chenu, parce que là, vous dites ça, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent oui, mais ils nous manipulent, vous verrez quand ils seront au pouvoir. Il y a ceux qui font peur. Ils se disent, ça va être, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Et il y a ceux qui disent, les gens vont descendre dans la rue parce que le RN est au pouvoir. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens ? Je crois ni l'un ni l'autre. Moi, d'abord, j'ai confiance dans les Français. Je pense que c'est des gens responsables. Je pense que il y a des gens de bonne foi qui peuvent avoir peur. Et c'est normal parce que toute l'année, depuis des années, on leur a dit regardez, attention, c'est des gens dingues, dangereux, ils n'ont pas de solution, etc. Et puis on voit l'état du pays aujourd'hui. Sauf que l'état du pays, il est géré par des gens qui ne sont pas du Rassemblement national depuis 30, 40 ans. Et on a ça comme résultat. Donc on dit essayez-nous, regardez objectivement ce qu'on propose. On est des gens plein de bonne volonté, équilibrés. On est pour que la France, évidemment, ait son mot à dire dans le concert de l'Europe et ne soit pas ensevelie. On est, oui, pour la priorité nationale. On pense qu'on doit avoir plus de droits dans notre pays. On est pour le rétablissement de l'autorité, mais on est aussi et surtout pour l'unité du peuple français, quelle que soit la couleur, la religion, l'origine sociale. Il faut unir les Français sur un certain nombre, évidemment, de valeurs
qu'on défend. Bon, je crois que c'est qu'est-ce que vous répondez ça nous aux gens différencie des autres. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que vous êtes encore un parti raciste? Je vous pose toutes les questions, hein, Sébastien Chenu, comme ça vous y répondez. Il y a plein de gens qui disent non, j'ai vu plein de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, qui disent il y aura plus d'immigrés. J'ai vu plein de gens qui disent vous voyez, ça y est, ils vont tous partir quand le RN va arriver. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Vous savez, souvent on nous dit mais est-ce que c'est pas un parti, enfin nos opposants disent est-ce que vous n'êtes pas des racistes, des homophobes, etc. Regardez ce que nous proposons et qui nous sommes. Moi par exemple j'ai créé il y a 20 ans Guélib pour défendre le mariage pour tous, avec mes camarades qui aujourd'hui sont députés, Emmanuel Taché de la Pagerie, il y a Jean-Philippe Tanguy, etc. Donc les libertés individuelles, on y est attaché et on ne remettra jamais en cause ça. Regardez là où Marine Le Pen fait ses meilleurs scores à Mayotte, où tous les habitants ou 99% sont de confession musulmane, français de confession musulmane et souvent de couleur de peau noire. Ils votent tous pour Marine Le Pen. Chez les Harkis, on fait des super scores. Les Harkis sont majoritairement musulmans. Donc nous, on ne voit pas les gens à travers ni leur couleur ni leur religion. On les voit à travers le fait qu'ils soient attachés ou pas à un socle de valeurs qui sont les valeurs de la République française. Donc vous êtes d'accord que l'immigration a fait énormément de bien au pays et que, non mais à un moment voilà, il y a plein de gens, moi par exemple voilà, moi je suis issu de l'immigration, mon père est arrivé de Tunisie comme je l'ai dit, voilà, et c'est vrai que voilà, il s'est battu pour la France, il a bossé pour arriver où pour être médecin, pour mais je vais vous dire Cyril, donc il y a du bon dans Non mais une immigration, il faut qu'elle puisse s'assimiler et s'assimiler autour d'un projet et de valeurs collectives. C'est-à-dire que lorsqu'on vient dans un pays, il faut avoir la volonté d'en assumer, d'adhérer aux valeurs de ce pays, pas vouloir le faire changer. On ne vient pas pour faire changer le pays qui vous accueille. Et puis aujourd'hui, les capacités assimilatrices de notre pays, c'était longtemps l'armée, c'était l'économie, c'était l'éducation nationale, elles sont totalement ruinées. C'est-à-dire que pour assimiler des gens qui viennent d'ailleurs, il faut en avoir la force. On n'a plus ces forces-là. Moi, j'ai des gens qui attendent des logements. Vous savez que le logement, c'est la priorité principale pour beaucoup de Français. Mais si je dis aux gens qui viennent me voir dans ma circonscription, écoutez, OK, mais vous allez encore, qui attendent depuis 3, 4, 5 ans un logement social, vous allez encore attendre 10 ans parce qu'il y a des gens qui arrivent du bout du monde et qui sont prioritaires devant eux. Mais comment voulez-vous que les gens ne deviennent pas dingues ? Alors, il y a énormément de choses aussi qui circulent sur les réseaux sociaux. Comme ça, ce soir, j'aimerais vraiment que vous répondiez à toutes les questions, Sébastien Chenu. Vous avez vu, il y a ces 4 militants d'ultra-droite qui ont été condamnés après une agression homophobe. L'un d'eux a dit, vous verrez quand Bardella sera au pouvoir et qu'Hitler reviendra. Qu'est-ce que vous dites de ces... J'espère qu'ils vont prendre très très cher. D'accord. Parce que ces gens-là, mais oui, parce que ces gens-là sont des marginaux, sont des extrémistes et qu'on n'a rien de commun avec ces gens-là. J'espère qu'ils vont prendre très très cher. Nous, on veut unir les Français, il y a besoin d'apaiser les Français. Ça fait 7 ans que le président de la République est aux commandes. Il a joué les jeunes contre les vieux, les riches contre les pauvres, les campagnes contre les villes. Est-ce qu'à un moment, on peut faire redescendre la tension, apaiser les gens? Tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut dans notre pays. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Il y a besoin d'unir les Français. C'est aussi ce qu'on essaye de faire en tendant la main à des gens qui ne sont pas de notre parti politique et qui vont pourtant se lancer avec nous aux élections. On aura Éric Ciotti qui sera avec nous d'ailleurs tout à l'heure pour nous en parler. Sébastien Chenu, il y a Gabriel Attal, je l'ai vu ce matin. Je l'ai écouté, je ne l'ai pas écouté parce que je n'écoute pas cette radio, mais on a entendu parler. J'ai vu ça sur le site de Jean-Marc Morny. J'ai vu qu'il avait dit, il était sur France Inter, il a dit si le Rassemblement national arrive au pouvoir, il n'y aura plus de France Inter. C'est bizarre de dire ça, comme si France Inter lui appartenait. D'ailleurs, comme si le service public lui appartenait. Mais c'est vrai que lorsqu'on l'a vu débouler sur un plateau télé, c'était un peu comme s'il rentrait chez lui à n'importe quelle heure, sans prévenir. Donc ils ont un peu le sentiment que tout ça, ça leur appartient. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, le service public ne répond pas à ses obligations, à la fois de neutralité et de diversité des sujets traités, qu'il n'y a pas forcément besoin de garder un service public de l'audiovisuel aussi important pour le service public de l'audiovisuel, pour l'audiovisuel extérieur. Oui, ça c'est intéressant. On peut rappeler que c'est 4 milliards par an. Oui, 3,5 milliards, 4 milliards, c'est ça. Oui. Donc voilà, on peut être un pays moderne. J'en avais parlé ici, ils m'étaient tous tombés dessus. J'avais dit, voilà, non mais en plus j'ai rien contre le service public, j'ai démarré dans le service public. Mais moi, à un moment, en fait j'avais juste posé la question, j'avais dit 4 milliards pour le service public, et je veux bien qu'il y ait un service public, mais il y a énormément quand même de chaînes du service public. Ils sont quand même, c'est eux qui ont le plus gros budget, sachez-le, plus que TF1, plus que tout le monde. Donc voilà, en plus. Avec les impôts des Français. Et en plus, ils ont de la pub. Parce qu'il faut arrêter, ils n'ont pas de pub après 20h, mais ils ont de la pub quand même. Donc le gâteau de la pub, il est compliqué à se partager. Et en plus, donc, le service public, non seulement ils ont 4 milliards à la base, et en plus, ils ont la pub. Et j'ai dit à un moment,
J'ai dit, il faudra peut-être se poser la question d'enlever 2, 3, je sais pas, 1 ou 2 radios. Et c'est vrai que tout le monde m'était tombé dessus. Mais je posais juste la question aussi parce qu'aujourd'hui, je pense que vu la situation de la France, chaque denier est important. Non. Alors tout le monde me dit, oui, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est ce qui est alloué au ministère de la Culture. Il y a d'autres... À un moment... Et mec, après, je peux me tromper, vous allez me le dire, hein, Sébastien Chenu. Moi, je pense que l'État, c'est une entreprise. Et à un moment, quand tu mets 4 milliards ici, c'est de l'argent que tu ne mettras pas ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui... C'est pas exactement ça, c'est que je pense qu'il y a des gens, notamment dans le service public, qui gèrent une rente sur le dos des Français. C'est-à-dire qu'en fait, c'est leur rente ad vitam aeternam. Il ne faut pas que ça bouge parce que c'est leur gagne-pain sur le dos des Français. Et le monde évolue, et la vie évolue. Et à l'heure d'Internet, évidemment, on doit aussi s'adapter parce qu'avant, le service public, c'était pour accéder à des programmes qu'on ne pouvait pas voir sur des grandes chaînes dites commerciales, de l'opéra, du théâtre, que sais-je. Mais aujourd'hui, on peut avoir accès à tout ça. Mais le service public ne se remet pas en question. Donc évidemment, s'il ne se remet pas en question, c'est nous qui allons le remettre en question d'une façon importante. Vous savez, je me suis renseigné. Vous savez combien il faudrait pour que les hôpitaux travaillent dans des conditions, le service hospitalier travaille dans des conditions normales, que les hôpitaux puissent être refaits à peu près, la majorité des hôpitaux. Vous savez combien il faudrait? Et apparemment, quelqu'un m'a dit qu'il faudrait 4 milliards. Ouais. Voilà. Donc, après, je ne dis pas qu'il faut les prendre là pour les mettre là, mais c'est vrai que 4 milliards, c'est quand même une somme énorme. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas de service public. On a besoin du service public, et je le redis, on a besoin du service public, on a besoin des télévisions dans les régions. C'est extrêmement important. Moi, je suis désolé, France 3 Régions, c'est extrêmement important. Et les gens adorent d'ailleurs l'édition régionale qui cartonne tous les soirs, etc. Après, voilà, un moment, il y en a beaucoup, même sur les radios. Il y a énormément de radios. France Inter, c'est comme, ils disent tous que France Inter est premier. Mais France Inter est premier. Écoutez, demain, si vous faites une télévision sans aucune publicité, vous vous rendez compte ce que c'est que la pub à la radio? Aujourd'hui, la pub à la radio, sachez-le, sur une antenne généraliste, ça représente 15 à 20 minutes par heure. Vous vous rendez compte ou pas? Quand vous enlevez ça et que vous mettez du contenu, est-ce que vous vous rendez compte, comme dans les sondages, vous êtes favorisé? C'est quand même... Ça, personne ne le dit, mais excusez-moi de vous dire ça. Alors oui, bien sûr, France Inter est premier, mais s'ils n'étaient pas premiers, il faudrait se poser des questions, justement. Excusez-moi. France Culture, Radio. Oui, Monsieur Chenu, je vous écoute attentivement par rapport justement à ce socle commun, ces valeurs, ce respect, cet ordre et tout ça. Qui est Frédéric Boccaletti dans vos rangs? C'est un député du Rassemblement national, député du Var, qui a très longtemps a été probablement un garçon qui a eu de mauvais penchants quand il était jeune. Et puis, donc comme... les mauvais penchants, dites-le à nos téléspectateurs. Il venait de mouvements qui étaient des mouvements d'extrême droite. Et puis c'est quelqu'un... Il avait fondé une librairie, je crois, qui vendait des ouvrages négationnistes. Mais non seulement il a, entre guillemets, fait amende honorable, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont eu des passés dans la vie politique ou médiatique dont ils ne sont pas fiers aujourd'hui. On pourrait faire la liste d'ailleurs de gens très bien et qui ont été ministres et qui ont commencé très très loin sur l'échiquier politique. Donc voilà, je crois que dans la vie, il faut assumer ce qu'on est et ce qu'on a fait à partir du moment où on ne revendique pas avec fierté une erreur de parcours. Frédéric Boccaletti ne revendique pas avec fierté une erreur de parcours d'il y a 30 ans et essayer de le mettre en avant pour finalement dire regardez, il y a lui et donc tout le monde a dû être comme ça. Mais c'est pas anodin, tout le monde n'a pas fondé une librairie pour d'accord, mais je pense pas qu'il et puis je crois qu'il conteste ça d'ailleurs très nettement. Donc, il a été condamné aussi pour d'autres choses, je crois. Mais en tous les cas, c'est pas je veux dire c'est pas honnête parce que derrière ça sous-entend que le Rassemblement national, ses dirigeants et puis finalement ses électeurs ne sont pas des républicains. Non, les électeurs, j'en ai jamais parlé. Mais les dirigeants et les députés également sont de parfaits républicains. Et vous pourrez regarder aussi ce que Frédéric Boccaletti, tout comme les autres députés, ont proposé depuis 2 ans qu'ils sont élus. C'est impeccable, il n'y a rien à dire. Alors, petite question, Gérald, il y a cette question qui tourne actuellement. C'est la question que tout le monde me pose, que tout le monde pose sur les réseaux. Pour vous, j'ai envie de savoir, pour vous, Géraldine, qui vous fait le plus peur aujourd'hui, le RN ou la France insoumise ? Alors, moi je trouve que déjà c'est très compliqué aujourd'hui dans la période qui est très très, on va dire, polarisée et très clivante et très très violente. Oui, c'est hallucinant. Le chef de l'État, en annonçant la dissolution de l'Assemblée, vu les sondages, là on voit que c'est un clivage. Le truc, c'est qu'on a aujourd'hui une injonction à se positionner par rapport effectivement à soit l'extrême gauche ou soit l'extrême droite, qui d'ailleurs on dit extrême droite, mais aujourd'hui l'extrême droite c'est beaucoup plus qu'un extrême parce que c'est très très gros en fait. En quoi ce que je défends vous paraît-il extrémiste ?
Non, c'est justement, c'est juste. Non, mais vous voyez, on appelle ça, on appelle ça très bizarre de dire ça. mais moi, encore une fois, une sorte de droite toute, on va dire. Mais voilà. au-delà même de la droite, moi je me sens pas uniquement comme étant un mec de droite. Je pense que j'ai une conscience sociale qui est très affirmée et qui va au-delà de ce que défend par exemple la droite classique. Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec votre programme économique, par exemple. Mais sur quoi, par exemple, vous n'êtes pas d'accord? Par exemple, la retraite, je suis pas du tout d'accord. Alors, Vous n'êtes pas pour, lorsqu'on a commencé à 17 ans, on puisse partir... Non, mais on a dit que lorsqu'on a commencé à travailler à 17 ans, on puisse partir à 60 ans. Puis après, de façon progressive, jusqu'à 62 ans. Mais non, mais ça, c'est le cœur, c'est la matrice de notre proposition en matière de retraite. Vous allez augmenter les impôts ou pas? Ça veut dire quoi, vous allez augmenter les impôts? Non, mais globalement, est-ce que vous voulez avoir une fiscalité plus importante? Non, on veut avoir une fiscalité juste, c'est-à-dire qu'on veut des taxes, des surtaxes, des taxes sur les surprofits, parce qu'on considère que lorsqu'une boîte a fait des surprofits qui ne sont pas dus à sa stratégie, elle peut contribuer pour un temps précis un peu plus, puis on veut redonner du pouvoir d'achat, notamment sur les salaires. On va ouvrir, je l'espère, si les Français nous font confiance, une conférence salariale pour augmenter les salaires de 10% en échange du gel des cotisations patronales. Parce que les Français crèvent d'avoir une fiche de paie à la fin sur laquelle il ne reste plus rien. Donc il y aura un gel des cotisations patronales, c'est-à-dire que vous allez quand même aider. Nous, ce qu'on propose, c'est de mettre les gens autour de la table pour, d'un côté, gel des cotisations patronales en échange d'une hausse des salaires de 10%. Et quand vous parlez ce qu'on propose. Quand vous parlez vous allez taxer les super profits, ça sera quoi? C'est quoi cette affaire? C'est une taxe. Des entreprises. J'ai l'impression que ça peut. Non. Si, j'ai l'impression. Je vous donne un exemple. Ouais, oui, mais j'ai l'impression que je suis dedans. Je ne crois pas en fait. Mais je ne me souviens pas de ce que vous avez fait par exemple pendant le Covid. Mais je vous donne un exemple. Les grands distributeurs, pour ne pas donner de marque, les grands hypermarchés, ont fait pendant le Covid des surprofits. C'était pas dû à leur stratégie. C'est pas parce qu'ils étaient meilleurs à ce moment-là. C'est parce qu'il y a eu des conséquences. On a fait fermer les petits commerces. Les Français n'avaient plus que les supermarchés. Ils ont fait des surprofits. On considère que puisque pendant 2 ans, ils ont fait des surprofits, ils doivent contribuer, peut-être pendant 2 ans aussi, un peu plus. Sébastien Chenu. D'accord, mais ça, c'est ça. Non, parce qu'on dit souvent, c'est vrai qu'on dit souvent, il y a les milliardaires du Covid. Non, mais c'est vrai, les mecs, les millionnaires, les milliardaires du Covid. Mais, donc, je comprends mieux le. D'accord, c'est important, c'est bien que. Dans la vie, il y a des gens qui ont besoin de l'aide de l'État. En France, il y a des gens, des structures qui ont besoin de l'aide de l'État. On a besoin de mettre de l'argent dans le service public de la santé. On a besoin de mettre de l'argent dans le service public de la sécurité. Puis il y a des gens qui n'ont pas besoin de l'aide de l'État parce qu'ils se débrouillent très bien, parce qu'ils sont de bons entrepreneurs, parce qu'ils font leur argent eux-mêmes, et c'est formidable. Et puis il y en a d'autres qui en font tellement qu'ils peuvent contribuer un peu plus à l'effort national. Sébastien Chenu, j'ai une petite question encore à vous poser aussi. C'est concernant la double nationalité. Vous avez dit qu'on va... Voilà, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui a une double nationalité française et algérienne, elle va devoir laisser sa... Mais moi, je suis attaché au fait qu'une nationalité, vous en avez une, et elle dit beaucoup de ce que vous êtes. Comme quand on joue en équipe de France, on doit choisir... oui, je crois. On a déjà joué dans une équipe nationale, on n'a plus le droit de jouer... Alors peut-être que sur l'aspect européen, ça peut se discuter. Je pense que ça peut s'ouvrir. Mais je pense que pour le reste, en dehors des pays européens, quand on a une nationalité... On en a une parce que ça dit beaucoup de ce que vous êtes et de ce à quoi vous êtes attaché. On ne peut pas être français. On peut pas être français pour certaines choses et uruguayen pour d'autres. Oui, mais tout à l'heure, l'assimilation. Ça n'a rien à voir. Vous demandez aux gens de vous assimiler. Quelqu'un qui est né en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, s'il vient ici et qui veut être aussi français, il ne peut pas être français. Non, mais s'assimile pas. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Vous voulez pas des doubles nationalités? Écoute-moi, t'as rien compris. C'est juste si un mec il a une double nationalité. Si moi demain j'étais par exemple, moi je suis une nationalité française, mais je suis d'origine tunisienne. Si demain j'avais la nationalité tunisienne et la nationalité française, il faudrait que je choisisse entre. Et c'est normal. C'est comme dans une équipe de foot, c'est-à-dire, si quand t'as un mec quand il y a un mec qui a déjà joué pour l'équipe d'Allemagne, et il peut plus jouer pour l'équipe de France. Quand vous choisissez un pays, non, mais tu te calmes déjà parce que tu n'as rien compris à ce qu'on disait. Pourquoi renier? Pourquoi utiliser des mots comme ça? Parce que vous voulez. Moi, je demande à personne de renier quoi que ce soit dans la vie. Je demande d'adhérer à des valeurs. Tu dois choisir. Pas choisir, je veux les deux. On n'a pas le droit d'avoir double. Ah si, on a le droit d'avoir les deux. Eux, ils veulent pas 3 ou 4 aussi. Arrêtez. Personne qui est né dans 4 pays en même temps. Moi, si. Pourquoi pas? Ma mère était en Turquie, mon père en Azerbaïdjan, voilà. Mais moi, mon mari est binational et il n'a pas du tout envie d'être que français. Il a envie d'être italien et français. Je viens de dire que pour l'Europe, c'était quelque chose qui était envisageable. Exactement. Et tu diras à Daniel Riolo qui écrive une lettre et puis on verra. Merci. Moi, je voulais prolonger la question de Géraldine pour que ce soit bien clair, parce que honnêtement, j'ai pas compris. Et cette réforme a été en défaveur de nombreux Français. Enfin, de nombreux Français étaient contre cette réforme
très largement la réforme des retraites. Oui, mais On là- leur a demandé de travailler 2 ans de plus. Est-ce que vous abrogez ou pas cette réforme des retraites? On n'a pas compris, il y a des porte-paroles qui se sont contredits toute la ça semaine. va être très clair, parce qu'il y a des choses qui sont, j'allais dire, l'urgence. L'urgence, c'est pouvoir d'achat, sécurité, sur lequel on peut reprendre la main et faire des propositions tout de suite, et on peut voir des résultats concrets assez vite. Et puis il y a les grands chantiers. La réforme des retraites, on la remet, on réouvre immédiatement ce dossier pour abroger cette réforme des retraites et en faire une autre. Donc vous l'abrogez. Et évidemment, on ne veut pas de cette réforme des retraites. Elle a été mal financée, elle a été mal construite. Jordan Elle Bardella est dit le rejetée contraire, par les hein. Français. Non, il a dit qu'on faisait les choses. Pas du tout. Vous n'avez pas bien écouté Gauthier Parce que- Lebray. alors, En 2 temps, ce qu'il a dit, l'urgence, Gauthier. puis les grands chantiers Alors, qui Gauthier, vont prendre Il a plus dit de que ce n'était temps. pas la priorité. Non, ce qu'il a dit, Jordan Bardella, alors, dites-moi si c'est ce qu'il a dit, après peut-être je dis une connerie, hein, je peux dire. Et Jordan Bardella, apparemment, il a dit, on va s'occuper d'abord des Français, du pouvoir d'achat et des priorités, de l'urgence, et la retraite viendra dans un deuxième Mais temps, parce c'est que, ça regardez. Parce qu'il y avait 3 000 milliards de dettes. Regardez, parce que l'urgence, si on vous dit c'est le pouvoir d'achat, par exemple, on peut très facilement annuler les hausses du prix du gaz du mois de juillet. Ça, c'est quelque chose qui se fait assez facilement Et pourquoi ils en le font arrivant pas en responsabilité. Pourquoi ils le font pas, La là réforme des retraites, excusez-moi, ça prend juste un peu plus de temps quand même, surtout si on veut essayer de faire en sorte que les Donc vous le Français ferez en 3 ans. y adhèrent. Juste, Donc pourquoi en 3 ans? On peut peut-être le faire en moins, mais ça ne prendra pas 3 semaines, c'est sûr. Sébastien Chenu, si les Français nous regardent là, ils doivent se dire ouais mais c'est génial là tout ce qu'ils disent le Rassemblement national, on va être Jack augmenté, Noël, c'est les Noël. patrons on va payer, on va avoir les. J'ai pas dit les patrons, Oui, parce non, que mais- moi je respecte le chef d'entreprise Non, mais- qui bosse, etc. Et j'ai pas envie de le faire crouler sous les Non, taxes. pas du tout. Non, mais vous avez dit qu'en plus on avait gelé les salaires. les cotisations pour. En échange d'une hausse de salaire Exactement, pour oui. les Français qui Non, mais bossent. Ça c'est génial. Donc pourquoi ils le font pas, le gouvernement? Pourquoi ils l'ont pas fait tout ça? Souvent parce qu'ils ont un manque de courage. Ce qui était le cas, souvent parce qu'ils ont fait tellement de déficits qu'évidemment ils ont mis le pays tellement dans une sale situation qu'ils ne peuvent plus faire les réformes que nous proposons et ils ne veulent pas s'attaquer au tabou. Par exemple, vous avez parlé de l'audiovisuel public tout à l'heure, c'est un tabou. Ouais. On ne s'attaque pas à ce tabou. Il y a tellement de copains qui sont gavés par le système qu'évidemment on ne s'attaque pas à ça. Nous, ça va, on n'a Vous pas les n'avez pas de- copains, on n'a vous- pas d'ascenseur à renvoyer. Hein. Vous n'avez pas de Nous, on a copains. merci à dire aux Français uniquement. Vous n'avez pas de Donc, copains vous? bah, pas en tous les cas dans ces gens qui nous mènent une guerre matin, midi et soir. Ouais. Nous, les comptes qu'on doit rendre, c'est aux Français. Mais ce système, c'est là où vous voyez que ce système arrive en bout de course. Ça fait 40 ans que c'est des renvois d'ascenseurs et que c'est les mêmes qui mènent les mêmes politiques. Alors justement, Sébastien Chenu, qu'est-ce que vous dites aussi au gouvernement qui nous dit le quoi qu'il en coûte, heureusement qu'on l'a fait pendant la crise du Covid, l'Ukraine, on a donné énormément d'argent à l'Ukraine, il y a plein de Français. Et je dis pas que je suis d'accord avec eux ou pas d'accord avec eux. Il y a plein de Français, moi, qui me disent dans la rue, Cyril, est-ce qu'on avait les moyens d'aider l'Ukraine quand on voit qu'on est dans une mer de noir? Je dis, je peux pas vous répondre. Donc je vous pose la Bon, question. il y a 2 dossiers un peu différents sur le quoi qu'il Oui. en coûte et puis l'Ukraine. Bien sûr, ouais. Le quoi qu'il en coûte, c'est une partie de la dette. C'est pas ce qui fait que la dette a été augmentée de 900 milliards d'euros par ce gouvernement. C'est 200 milliards, je crois. Le problème, c'est que l'État prélève beaucoup, ponctionne beaucoup sur les Français, redistribue mal et ouvre des guichets. Et des guichets, ça coûte cher, c'est-à-dire des chèques. C'est la politique des chèques. Et quand vous faites la politique des chèques, vous ne résolvez rien. Et donc ça a coûté très cher. Parce qu'en fait, ils n'ont pas voulu faire de réformes structurelles. Nous, on propose, par exemple, une baisse de TVA sur l'alimentaire ou sur les produits de première nécessité. C'est fait en Espagne, c'est fait au Portugal par des gouvernements qui n'ont pas nos options politiques, hein, pour le coup, qui sont des gouvernements de gauche. Et ben, il se trouve que ça a bien fonctionné. Pas été réélu. Donc, non, c'est pas vrai, ça a En été Espagne, reconduit. ça a pas été Oui, mais au Portugal, ils ont non seulement réussi, mais reconduit cette baisse-là. Donc sur le pouvoir d'achat, Merci, Arlette. voilà un peu la logique. Sur l'Ukraine, moi je suis pour qu'on aide l'Ukraine, mais à un moment on ne peut pas distribuer l'argent qu'on n'a pas. Et quand je vois ce qui se profile, c'est je ne sais plus combien de milliards ont été injectés. Et il faut aider l'Ukraine, on ne peut pas se faire marcher sur les pieds comme par la Russie, comme n'importe quel pays souverain n'a pas le droit de se faire marcher sur les pieds. Mais à un moment, quand on n'a plus d'argent, eh ben, on trouve à l'aider autrement. On peut accueillir, on l'a vu, des Ukrainiens de façon temporaire. On peut former des hommes ici. Il y a plusieurs façons d'aider un pays qui est en guerre pour l'aider à se défendre. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent ouais, leur programme économique, il ne tient pas la route, il est infaisable? Bah souvent, et je crois que notre échange l'a un peu illustré, souvent les gens ont de fausses idées sur notre programme économique. Ils savent pas bien, ils disent ça parce que c'est un truc un peu comme un poncif qu'on entend partout. Et puis quand on gratte, on dit bah, finalement, leur proposition sur les hausses de salaire en échange du gel de cotisation patronale, elle tient la route. En tous les cas, chez ceux qui sont concernés, les patrons de petites boîtes, de TPE, de PME, ils la plébiscitent. On s'aperçoit que finalement, notre proposition sur les surprofits, elle n'est pas excessive, c'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir pour conséquence de voir les boîtes quitter la France, parce que délocalisées, parce qu'elle va être encadrée sur un temps concret. Et souvent, là encore, c'est un peu des fantasmes nourris, parce qu'il faut bien essayer de nous décrédibiliser. Mais encore une fois, comme on le fait ce soir, on échange sur le fond.
Sébastien Chenu, j'aimerais qu'on revienne sur les buzz du jour et que vous nous donniez votre avis également sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Par exemple, le premier buzz, c'est Adrien Quatennens. Malgré sa condamnation pour violence conjugale, il demande aux féministes de soutenir sa candidature. Oui, alors les négociations sont toujours en cours pour investir ou non Adrien Quatennens. Ouais. C'est une candidature qui bloque au sein du Front Populaire parce que, imaginez 2 secondes, s'il investit, ça veut dire que Sandrine Rousseau va soutenir une alliance dans laquelle Adrien Quatennens se présente. Et Adrien Quatennens, dans sa circonscription, il fait courir un appel aux féministes à le soutenir, alors que je rappelle qu'il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour avoir giflé sa femme. Et il avait été suspendu seulement 4 mois du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée. Il était revenu sous les applaudissements, notamment de M. Delogu qui s'était levé pour applaudir son retour. Et à ce moment-là, Sandrine Rousseau avait quitté l'hémicycle. Et là, elle va peut-être accepter, on verra. On ne va pas lui faire de procès d'intention, mais bon, c'est quand même le scénario qui tient la corde. Elle va accepter une alliance où donc Adrien Quatennens sera potentiellement candidat et demande aux féministes de le soutenir malgré sa condamnation. Dites quoi de ça ? C'est dans la réalité qu'on voit ce que sont les gens. Ce sont des féministes de pacotille. Ça me rappelle, nous, on a proposé une proposition de loi qui a été défendue par un de nos députés là, des Bouches-du-Rhône, Emmanuel Taché de la Pagerie, sur l'endométriose, la prise en charge de l'endométriose. La gauche ne l'a pas voté parce que ça venait d'un député du Rassemblement national. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Qu'est-ce qu'on s'en moque de qui ça vient si ça peut aider les femmes qui souffrent d'endométriose ? En fait, en réalité, ils sont féministes dans le verbe, mais pas dans la réalité et parfois pas dans la triste réalité. On va parler également maintenant de Sébastien Delogu encore. Lui, c'est tous les jours. C'est pas possible. Tous les jours et il les enchaîne, lui. Il vous prend pour cible maintenant, Cyril, puisque parce que hier, oui, mais il m'a pris pour cible. Il a fait un visuel sur vous. Ouais. Il avait déjà fait ça sur Nathalie Saint-Cric, souvenez-vous. Oui, mais ils étaient allés au tribunal. Ils avaient dû retirer. Ils avaient fait ça aussi sur Pascal Praud pendant les européennes. Je vais vous dire, le problème de Nathalie Saint-Cric, j'aime beaucoup Nathalie Saint-Cric, et je vais vous dire, le problème, c'est qu'ils ont beaucoup moins d'avocats que moi, et je pense que ça va faire un petit trou dans les caisses du. Elle avait gagné. Elle avait au moins gagné le retrait du visuel. Oui, non, on va pas demander le retrait. Non, on va demander. Ah oui. Oui, il va devoir vendre un de ses costumes, je pense. Merci. Oui. Ou deux, je pense. Ou même donc il vous a pris pour cible. Je vote, il dégage le 30 juin et le 7 juillet. Votez. Voilà. Donc c'est vous mettre une cible dans le dos, disons-le. C'est classique, à la France Insoumise. Ils aiment bien mettre des cibles dans le dos des journalistes ou des animateurs. J'ai vu qu'il y avait un de leurs militants qui avait réagi, qui a fait un tweet. Allez, adieu, direction Israël. Sioniste en galère. Il a mis une photo de moi. Voilà, donc en dessous. Mais c'est vrai que ça dit quand même quelque chose de bizarre, parce que je vote, il dégage. Oui. Ça voudrait donc dire que la gauche arrivant au pouvoir, ils se donnent la possibilité de faire virer des gens qui travaillent sur des chaînes privées. Alors, au nom de quoi ? C'est quand même en fait, il a fait ça parce que j'avais dit hier, si le Front Populaire passait, je quittais la France. Mais c'est vrai qu'après, je leur ai dit que c'était une boutade. Et comme j'ai dit à Louis Boyard et Sébastien Delogu, je peux leur trouver un job d'été s'ils veulent vendre des chouchous sur la plage ou Roquette. Parce que je pense que autant moi, j'aurai un travail à la rentrée, autant eux, je pense que ça peut devenir compliqué après le 7 juillet. Et puis s'ils sont au pouvoir, il y aura besoin de liberté d'expression pour décrypter ce qu'ils font au pouvoir. Liberté d'expression avec la France Insoumise. Oui, je sais, ça fait rarement mon ménage. À mon avis, liberté d'expression avec la France Insoumise, ça va être plutôt compliqué. Je pense que France Télévisions, justement, le service public, je peux vous dire que si la France Insoumise passe, je pense que même Nagui, dont n'oubliez pas les paroles, ils vont dire non, tu mets pas ce titre-là. Mais ça devrait nous interroger quand même sur quelque chose, c'est que moi j'ai du respect pour les gens de gauche. Je veux dire, je partage pas forcément leurs options politiques, mais j'ai du respect pour les gens de gauche. Mais comment, quand on est un électeur socialiste de toujours ou même communiste, on peut accepter de se ranger derrière cette alliance de LFI qui aujourd'hui s'allie avec le NPA qui a une enquête pour apologie du terrorisme, qui dit que les flics tuent, qui dit que la police tue, qui est pour le désarmement de la police. Mais comment, quand on est un honnête socialiste engagé, on se dit je vais aller voter pour ces gens-là. Ou on est un faux cul épouvantable, comme on l'a vu avec Fabien Roussel, Olivier Faure, qui, au premier coup de sifflet, après avoir dit pique le pente sur Mélenchon, hop, sont rentrés à la niche, immédiatement pour sauver leur siège. Ou alors on est quelqu'un d'honnête et on ne rentre pas dans ce piège. Alors justement, on me dit que le Front Populaire, c'est pas complètement fait là. Ça coince sur 3 choses. 2 candidatures. Adrien Quatennens, donc pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Julien Bayou aussi, il y a une enquête sur lui. Et puis... Quelle belle équipe. Et puis, donc lui, il est écolo. Et on sait que Sandrine Rousseau, elle aussi, l'avait pointé, alors même qu'il n'y avait pas d'enquête et pas de plainte, sur un plateau d'un célèbre talk show. Et donc là, elle va peut-être accepter aussi un accord avec celui qu'elle a dénoncé il y a à peine un an. On verra. Encore une fois, pas de procès d'intention, mais bon, c'est encore une fois le scénario privilégié. Et puis là où ça bloque, c'est dans l'accord la qualification du Hamas. Est-ce qu'on qualifie le Hamas de terroriste ou non ? Manuel Bompard, ce matin, il était incapable de dire que le Hamas était un mouvement terroriste.
vous rendez compte que c'est... Non, mais vous vous rendez compte où on en est. Non, mais Oui. franchement, non, mais les mecs, c'est quand même... Et justement, alors, vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure. De quoi LFI ou RFI? C'était, ouais. Mais moi, j'ai Et vous honte pour faites le quoi Parti socialiste. Vraiment, je trouve ça Raphaël Glucksmann incroyable. porté disparu. Si quelqu'un a des nouvelles de Raphaël Glucksmann, on peut passer une petite annonce pour qu'il le signale. Je ne sais pas où il est. Bah oui, moi non plus. Bah écoutez, C'est pas où il est. si je le vois cet été, je vous Oui, dirai. voilà. On le dira. Si à Mykonos ou à Ibiza avec moi, je vous le dirai, il n'y a pas de problème. Il va avoir lieu le débat Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Attal et Jordan Bardella. Alors, Jordan Bardella. C'est pas vous que je posais la Pardon, question. excusez-moi. mais quand même. Je pensais faire un petit point. Non, Jordan Bardella. En fait, c'est mon avis qui Il n'a intéresse. pas intérêt. Hein. Oui, mais c'était pas un avis, c'était parce que Jean-Luc Mélenchon a dit non. Aucun intérêt à le faire. Hein. Je pense, hein, pour- Non, mais Jordan Bardella a fait je ne sais pas combien de débats pendant les européennes. Si Jean-Luc Mélenchon veut faire un débat, je pense Il veut pas, justement. il veut pas. Bon, bah, l'affaire Il a est dit non. réglée. Voilà. Bon, bah, l'affaire est réglée. Par fausse modestie, il a dit non pour dire que c'était pas lui qui était Premier ministre d'accord. auto-proclamé. C'est quand même ce qu'il a fait hier sur France 2 en disant « je ne m'impose pas » tout en s'imposant. m'impose, oui. Et là, pour pas, au moment où ils vont se départager les circonscriptions, les 577 circonscriptions, fallait pas qu'il s'impose parce que ça pourrait fâcher Olivier Faure et les autres. Mais le chefs à choix est plume simple, de toute façon, pour les du Front Français. populaire. Est-ce que vous voulez Jean-Luc Mélenchon à Matignon ou Jordan Bardella à Matignon? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que la Macronie, d'ailleurs dans les sondages, mais aussi, on l'a vu au moment des élections européennes, est totalement larguée et incapable de reconstruire une majorité, d'être majoritaire. Ça ne peut plus marcher. Donc, le choix, ce sera est-ce que vous voulez Mélenchon à Matignon ou Bardella à Matignon? Je pense que c'est assez clair. Il y a mon père qui m'écrit, il me dit il a un petit problème avec vous. C'est sûr. En fait, mon père a la double nationalité, tunisienne et française. Alors, faut qu'il en Donc, enlève. On lui je crois laissera le temps de choisir, mais Il doit c'est bien de choisir. choisir. Honnêtement, je croyais que vous aviez abandonné cette mesure, Sébastien Chenu. Non, je pense que c'est l'a une abandonné mesure pour mon père, c'est je une pense. mesure de bon sens. Moi, je pense que c'est une mesure de bon Dérogation. sens parce que, Dérogation. Ça encore une l'arrange pas, fois, cette connerie, c'est important de savoir choisir dans la vie. Il a été un très bon Bah, français, pourtant, il votre a été un papa. très bon Qu'est-ce qu'il y a français. Il a été un très bon Ça intéresse. français. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas. Et pourtant. Ah si. Il a été décoré et pas qu'à Noël. Merci. Non, mais après on en reparlera. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Sur Mais la- c'est une proposition pour l'avenir. Ça peut aussi ne pas concerner les gens qui étaient là depuis longtemps. On peut Ah, ce ne sera imaginer pas forcément des- rétroactif. Bah, écoutez, Bah, une loi n'est il, jamais faut, rétroactive. il faut ouvrir ce débat parce que je pense que c'est bien de ne pas être ambigu dans la vie. Merci Sébastien Chenu d'avoir été avec nous. Merci, Voilà, je me rappellerai de vous la prochaine fois. Vous êtes venu il y a très longtemps. je suis ravi. Il y a très longtemps. Hein. Je pense que je ne sais même pas si c'était moi qui présentais. Non. Non, je pense. Et il y avait Louis Boyard. C'était Ah oui, donc c'était vraiment il y a très longtemps. une belle époque quand C'est une même. sombre époque. Merci. Allez, en parlant de Louis Boyard, justement, dans un instant, on va accueillir Loïc Signor qui sera en face de lui dans sa circonscription. Il y a Sarah Knafo qui arrive et il y a Éric Ciotti. Oui, à tout de suite. Merci. Quel casting. Et de Reconquête, Marion Maréchal, exclue de Reconquête par Éric Zemmour. Sarah Knafo va nous en parler, puis elle nous parlera de beaucoup d'autres choses aussi. Et c'est vrai que c'était important de la voir ce soir. On aura également, là, dans une minute, là, il y a le Loïc Signor qui arrive. Loïc Signor qui est celui qui va se présenter en face de Louis Boyard. Dans le Sa Val-de-Marne. circonscription. Et il est bon, Loïc Signor. Et il a des chances de passer, je pense. Et Éric Ciotti sera avec nous dans un instant. Éric Ciotti, c'est l'homme que Tout le monde veut. voulait avoir. Eh bien, il sera avec nous dans un instant. Voilà, si apparemment il a pu sortir de son bureau sans qu'il y ait des squatteurs qui viennent, bien sûr, Pourra-t-il y rentrer à nouveau investir les lieux. Avant qu'on accueille Loïc Signor, deux petites secondes, vous vouliez nous dire un autre truc. On fait Maëva Guénam ou on fait tous les Ah ouais, dérapages de la France vas-y. Insoumise Vas-y, fais Maëva Guénam. Maëva Guénam, alors ça, c'est une sacrée histoire encore. Elle a dit, c'est pas confirmé, qu'elle y aurait des négociations avec Jean-Luc Mélenchon pour être présentée sous l'étiquette du Front Populaire ou de la France Insoumise. Il y a un autre nom qui circule que je voulais vous donner, Guillaume Meurice. Guillaume Meurice pourrait être investi par le Front Populaire pour être candidat. Il est au chômage puisqu'il a été licencié, comme vous le savez, de France Inter pour déloyauté. Et donc Maëva Guénam s'est filmée sur les réseaux sociaux, l'influenceuse, en disant qu'elle avait échangé avec les cadres de la France Insoumise et qu'ils lui proposaient d'entrer en politique. Ce à quoi elle a répondu, et c'est la phrase, le morceau de phrase qui fait polémique, qu'elle pensait à entrer en politique pour, je cite, représenter le Maghreb. D'accord. Alors qu'elle est députée, ça serait pour devenir députée française. D'accord. Curieuse méthode. Merci. Allez, on va accueillir Loïc Signor, porte-parole de Renaissance, qui est Mon ancien avec collègue. nous. Quoi Mon ancien collègue. Vous étiez collègue de Bah, bien sûr, j'étais collègue avec journaliste. Loïc au service politique de CNews. Oui, c'est vrai, en plus, comment allez-vous, Loïc? Merci d'être là, merci beaucoup. Merci. Alors là, en Salut, plus, Loïc. alors déjà, je vous aimais bien. Mais là, c'est plus de l'amour. Là, ça va être, on va passer nos journées ensemble, Loïc. Non, mais c'est vrai, j'ai appris. Faut venir dans le 94. Ah, mais je suis capable. Allez. Je suis capable de venir. C'est vrai que c'est dans la 3e circonscription du Val-de-Marne. C'est où exactement dans... C'est Villeneuve-Saint-Georges, c'est à 15 minutes de Paris. Ouais, je connais bien. C'est vrai?
Ouais, j'ai sévi là-bas. Non, j'aime bien, sans rigoler, j'aime bien. Alors, c'est fou, donc vous allez être en face de Louis Boyard, c'est pas non plus Raphaël Nadal. Hein. Voilà. Non, mais en tout cas, donc ils prennent cette circonscription au sérieux chez Renaissance, que Loïc Signor, je le dis, c'est quand même un des poids lourds de Renaissance. Donc, c'est vrai que voilà, vous avez envie de la gagner. On n'a pas envie de la laisser à un pitre. Voilà, on est d'accord. Enfin, je pense que même si on est de gauche... Je crois que vous avez tout résumé. Non, mais je pense qu'on a tous vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale pendant 2 ans et demi. Et que personne, aucun Français, aucun habitant du Val-de-Marne peut se dire « je vais voter pour Louis Boyard ». C'est pas possible. C'est pas possible. Et d'ailleurs, je sais toujours pas s'il est candidat. Donc on aimerait bien savoir si Louis Boyard va vraiment venir dans le Val-de-Marne se représenter. Vous pensez qu'il peut changer de circonscription ? Tout est possible avec eux. Ah oui, c'est vrai qu'avec eux, tout est possible. Non, mais c'est fou. Non, mais franchement, parce que je ne peux pas croire que les habitants de cette circonscription puissent revoter pour Louis Boyard. Non, mais ce serait quand même fou. Même Gilles, je sais que ce sont vos amis, mais là... C'est pas mes amis, mais je connais bien la circonscription. Il avait été élu avec une énorme abstention. Ah, c'est ça. Beaucoup de gens qui n'avaient pas voté. Ah oui, d'accord. Après, c'est des Et villes qui l'ont regretté. Et c'est le premier message à passer. Si vous voulez vous débarrasser de Louis Boyard, allez voter. Non, mais franchement, vous avez des messages clairs ce soir. Non, mais... J'adore Loïc. Hein, non, franchement, vous avez bien raison. Donc, on ne sait pas s'il va se représenter ou pas. Vous allez mettre qui, Emmanuel Macron ou Gabriel Attal sur vos affiches? Moi, j'ai pas le macronisme honteux. Oui, non, mais je sais que le chef de file de cette majorité pendant les élections législatives, c'est le Premier ministre. Parce que le Rassemblement national, ils ne mettent pas Marine Le Pen. Ils mettent Bardella. Oui, c'est cette NUPES, nouvelle génération, qui reste la NUPES, hein, ça aussi, il faut bien le dire. Hein, c'est le Front populaire, c'est juste un packaging. Hein, mais à l'intérieur, c'est toujours la même chose. Il y a encore Louis Boyard, il y a encore Ercilia Soudet, il y a même le NPA. Mais ça. Il y a le nouveau parti anticapitaliste. Alors justement, vous tombez bien, puisque ça vient de tomber à l'instant. Ça y est. Une page de l'histoire, il y a un communiqué qui est sorti. Déclaration commune, nouveau Front populaire. Une page de l'histoire de France s'écrit avec le nouveau Front populaire, je vous le confirme. Une page de l'histoire avec un programme de gouvernement et des candidatures uniques dans les circonscriptions de France. Les forces politiques qui ont constitué le nouveau Front populaire donnent rendez-vous aux Français et des Français le 30 juin et 7 juillet prochain. Une immense attente d'union s'est exprimée, elle est scellée. À partir d'aujourd'hui, partout en France, nous œuvrerons à élargir ce rassemblement avec toutes celles et ceux français. Donc ça y est, apparemment, ils ont trouvé un accord. Voilà. Donc, maintenant, on attend de savoir si Adrien Quatennens est investi. Est-ce que Sandrine Rousseau l'accepte? Est-ce que Julien Bayou est investi? Est-ce qu'ils ont reconnu tous ensemble que le Hamas était un mouvement terroriste? Vu que le communiqué vient de tomber, on va regarder ça de près. Qu'est-ce que vous dites de cette alliance-là de Front populaire? Mais c'est une tromperie, c'est une arnaque. On se moque des gens. Pendant 3 mois, aux élections européennes, ils se sont tapés dessus. Pendant 2 ans et demi, ils ne sont pas été d'accord une seule fois sur les textes majeurs. Ils ne sont pas d'accord sur les retraites, ils ne sont pas d'accord sur le nucléaire, ils ne sont pas d'accord sur le Hamas, ils ne sont pas d'accord sur l'Ukraine. Ils sont d'accord sur rien. D'accord sur une seule chose, ils ont envie d'avoir un poste. Ils ont envie d'avoir un poste et ils ont envie de faire monter l'extrême droite. Parce qu'ils savent qu'avec l'extrême droite, ils auront plus de facilité à déstabiliser le pays, à diviser le pays, à reproduire le chaos dans les rues, celui qu'ils mettaient dans les travées de l'Assemblée nationale. Et Louis Boyard, typiquement, c'est quelqu'un qui est un agent du chaos, un agent de la division, qui ne respecte rien. On peut avoir des désaccords, c'est normal, ça s'appelle la démocratie. Et ça leur est étranger. La démocratie, c'est pas leur truc. La démocratie, c'est pour les autres, mais pas chez eux. Et je vous le dis, tous ceux qui ont voté Glucksmann, ils auront Mélenchon. Ben c'est ça, exactement. Et qui va être le patron du Front populaire? Parce que le RN, c'est Jordan Bardella. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Et c'est assumé ça? Donc ça veut dire que les gens du PS sont OK avec ça? Ils ne le disent pas aux gens parce que ils avancent masqués, c'est la taquilla permanente. Ils ne disent pas aux gens ce qu'ils veulent réellement faire. C'est ce qu'ils ont fait en 2022, c'est ce qu'ils ont fait pendant les élections européennes. Et vous avez vu, Jean-Luc Mélenchon, il était tout miel hier au journal de 20h. Mais derrière, il a déjà dévoré Glucksmann, qui est aux abonnés absents. Et moi, je sais qu'il y a des électeurs de gauche qui ont déjà voté pour Emmanuel Macron, qui ont dit tiens, Raphaël Glucksmann, c'est pas plus mal. Et là, on va leur dire quoi? Et ça veut dire que tous les gens de ce parti ont validé le fait d'envoyer potentiellement Mélenchon à Matignon. Ou Ruffin aussi, peut-être. C'est leur histoire. Oui, mais ça sera Mélenchon. Et tout le monde le sait. Il essaie de... Voilà, ils savent qu'il prend trop de place. Alors, apparemment, ça, c'est juste un communiqué pour rassurer. Mais ils ne se sont pas encore mis d'accord. Donc, il faut des communiqués pour rassurer. Voilà, on vous rassure, on est en train de discuter. C'est ça, en fait. Ils sont en train de dire ça. C'est quand même... Moi, ça ne me rassure pas. J'ai jamais vu ça. Et ça ne me rassure pas pour la France. Moi, ça ne me rassure pas pour la France non plus, Loïc Signor. Justement, je vous pose une question, et je suis obligé de vous la poser.
est-ce que le chef de l'État, il vous a pas mis dans la merde avec cette histoire? Parce que là, on voit les sondages, on voit que c'est le Rassemblement national numéro 1, Front populaire numéro 2, et vous êtes quand même à 10 points du Front populaire, là encore aujourd'hui, sur le dernier sondage, 31, 28, 18 pour Renaissance. Déjà, il redonne la parole aux Français. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, parce qu'on dit que c'est les résultats des élections européennes qui ont précipité cette décision. Mais non, c'est les résultats des élections législatives en 2022 qui ont précipité cette décision. Il n'y a rien qui marche. On n'arrive pas à s'entendre. Et c'est pas normal. Partout en Europe, partout chez nos voisins, on arrive à s'entendre dans des coalitions. En Allemagne, en Espagne, on n'est pas toujours d'accord, mais on essaye de trouver pour l'intérêt. Pardon ? Ça sera peut-être pire demain. Hein. Ça sera peut-être pire demain, mais on va essayer de ne pas arriver à demain désunis dans ceux qui peuvent aider le pays à s'en sortir. Ne pas avoir le choix entre Mélenchon et Marine Le Pen. Et je pense qu'il y a dans ce pays, sincèrement, des gens qui pensent qu'on peut s'entendre à gauche, à droite, au centre, sur des priorités. Loïc Signor, moi je vous entends complètement et j'espère vraiment que vous allez battre Louis Boyard dans votre circonscription. Parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit, là on ne parle pas de droite, de gauche, de milieu, de rien du tout. C'est juste un pitre, vous l'avez dit vous-même. C'est vrai que c'est un énorme gugus. Et c'est vrai que c'est honteux pour la France. Voilà, qu'il soit de n'importe quel parti. Il aurait été de votre parti, j'aurais dit exactement pareil. Il aurait été de Renaissance, on aurait dit tous pareil. On aurait dit c'est un pitre. Mais aujourd'hui, on a 15 jours du premier tour. Et c'est vrai que vous êtes à 10 points dans les sondages. On voit que les sondages ont été plutôt respectés là pour les élections européennes et ils ont été plutôt conformes à ce qu'ils avaient dit, les résultats, à ce qu'avaient dit les sondages. Donc, est-ce qu'il y a encore la place? Est-ce qu'il y a encore la place de passer, de remonter quand même 13 points par rapport au Rassemblement national? Et moi, je suis là. Je suis là pour vous dire que c'est une arnaque. Je suis là pour vous dire, et à travers vous, à vos téléspectateurs qui vous regardent en nombre, que c'est une arnaque, cette alliance de la gauche qui n'est d'accord sur rien. Je dis aujourd'hui à la communauté juive, qui pourrait être tentée par le vote Front populaire, qu'il y a le nouveau parti anticapitaliste, qui le 7 octobre, le 7 octobre a dit dans un communiqué qu'il félicitait le Hamas. Mais c'est vrai. Féliciter le Hamas. Et le Parti socialiste va s'allier avec eux. Mais on marche sur la tête. Non, mais franchement, et moi, je dis aux gens de gauche, attention, vous allez vous faire avoir. Heureusement que vous le redites ce soir, Loïc Signor. C'est incroyable, vous vous rendez compte de ça? Ça, on a tendance à l'oublier. Mais c'est vrai, et ils vont s'allier avec NPA. Non mais si je vous dis, c'est catastrophique. C'est vraiment c'est la honte de la gauche. Et je sais que Valérie Benaïm, vous aussi, vous êtes vraiment écœurée par ce qui se passe. Non, mais moi, ce qui m'écœure, c'est, c'est le spectacle qu'offrent les politiques aujourd'hui. Bien sûr. Que ce soit à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, on a l'impression que tout le monde va à la gamelle, que tout le monde ne pense pas aux Français, mais tout le monde pense à sa situation personnelle, et qu'on vient sur les plateaux de télé dire « je pense à la France », alors qu'en fait, on a le sentiment, en tout cas, et ça nourrit une forme d'antiparlementarisme, de poujadisme général. Moi, je me suis engagé en politique et vous le savez, je ne venais pas de ce monde-là. Parce que justement, précisément, je me suis dit que 89 députés RN et 77 députés de la France Insoumise, ça n'allait pas aller dans l'intérêt des Français. Et parfois, c'est dur d'expliquer aux gens pourquoi on prend telle ou telle mesure, c'est parfois impopulaire. La réforme des retraites, je vous le dis tout cash, personne ne reviendra dessus, personne. Non, mais parce que les comptes publics en souffriraient, c'est des impôts. LRN, c'est 200 milliards d'impôts supplémentaires, la NUPES, c'est 300 milliards. Pour vous, c'est, avec Emmanuel Macron, des baisses d'impôts. La suppression de la taxe sur l'audiovisuel public, la suppression de la taxe d'habitation. Mais parfois, on est obligé aussi d'aller sur des mesures qui ne sont pas faciles à comprendre, pas faciles à entendre. On a vécu quoi? Le Covid, un choc, le pays à l'arrêt. Qui s'en souvient? Qui, ici, à C8 et dans le groupe Canal+, a profité des aides de l'État? J'imagine énormément de techniciens, énormément de journalistes, énormément de personnes. Ça nous a coûté très cher, excessivement cher au compte public. Derrière, qu'est-ce qui se passe? La guerre en Ukraine, le choc de l'inflation. On est le seul pays en Europe à ne pas avoir connu une inflation à plus de 2 chiffres. On est aujourd'hui à 2%. On a créé 2 millions d'emplois. 2 millions d'emplois en 7 ans. Et là, on va écouter les gugus de la France Insoumise ou les apprentis sorciers du RN. Mais il faut avoir le discours de vérité. Je suis d'accord avec vous, Valérie Benaïm. Il ne faut pas aller à la gamelle. Il faut dire la vérité aux gens, être sincère, être authentique. Et dire oui, la réforme des retraites, elle était impopulaire, mais elle était nécessaire. Ça ne fait pas toujours plaisir. Mais aujourd'hui, on est dans une situation qui appelle au consensus. Moi, j'ai des LR chez moi, j'ai des LR qui vont me dire j'y vais pas, parce qu'il y a Boyard. Ouais. Et nous, on va dire, dans une autre circonscription, on ne va pas vous embêter, parce qu'il y a un risque RN, il y a un risque LFI. Très bien. Donc on va trouver des accords. Mais ça, c'est pas possible qu'avec les Républicains. C'est possible aussi avec des gens de gauche, sincères, authentiques. Quand je vois Carole Delga, la patronne de la région Occitanie, qui va se mettre dans ce micmac avec la France Insoumise. C'est fou. Mais c'est une trahison. C'est fou. C'est une trahison. C'est incroyable. Elle est dans la région de Jaurès et elle va s'acoquiner avec Mélenchon.
C'est incroyable, c'est fou. Voilà, Et franchement, moi je suis sincère, j'essaie juste d'être sincère. Ce Front populaire, pour moi, avec le NPA, il a honte de la France, excusez-moi. Merci en tout cas Loïc Signor d'avoir été avec nous. Je vous attends du coup dans le 94. C'est pas impossible, on va s'appeler, on va voir ça. Ça marche. Franchement, c'est pas impossible. Je ne rigole pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais peut-être venir faire un tour et puis vous revenez quand vous voulez, bien entendu. Et voilà, on espère que ça va bien se passer pour vous, surtout si vous êtes face à Louis Boyard, parce que c'est quand même, comme vous l'avez dit, je crois que vous avez trouvé le mot, c'est un pitre. Merci. Et on est gentil. Oui, on est gentil. On est obligé, on est à la télévision. Ça m'a déjà coûté 3 millions. Merci. Alors, allez. On va passer aux doses du jour. On va revenir sur cet énième rebondissement dans la classe politique. Ça n'arrête pas puisque cette fois, c'est chez Reconquête. Avant-hier, Marion Maréchal a annoncé qu'elle appelait à voter pour les candidats soutenus par le RN aux législatives dans le cadre de ce qu'on appelle l'union des droites. Ça n'a pas plu à Éric Zemmour apparemment. On va savoir ce qui s'est passé exactement avec Marion Maréchal puisque Sarah Knafo est avec nous ce soir. C'est la première fois qu'elle vient nous voir, Sarah Knafo, députée européenne élue de Reconquête. Et on est heureux de savoir ce qui se passe parce que c'est vrai que franchement, c'est un feuilleton. Bonsoir Sarah Knafo. Bonsoir Cyril Hanouna. Merci d'être là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, on va en parler dans un instant. Sarah Knafo, vous allez tout nous dire. Et vraiment, déjà, vous êtes heureuse d'être députée européenne? Je suis très heureuse, merci. Oui. Est-ce que je peux juste vous dire un truc? D'abord, j'aimerais remercier tout le plateau. Parce que la dernière fois, quand j'ai été interrogée par Benjamin Duhamel, j'ai senti que la majorité du plateau m'avait soutenue. Donc je voulais vous dire merci, ça m'a beaucoup touchée. Merci Marie. Vous savez, à chaque fois qu'on est interrogé par Benjamin Duhamel, on essaie de soutenir les gens. On sait que c'est toujours une épreuve. Allez, on va se retrouver dans un instant pour tout savoir sur cette affaire. Et Éric Ciotti arrive. Merci. Avec nous, il est 20h46. Et merci d'être avec nous dans le premier Talk de France. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder tous les soirs. On sera bien sûr de retour la saison prochaine, dès le 2 septembre. Sachez-le, en direct, bien entendu, avec toute l'équipe, avec des nouveautés également, et surtout des choses qu'on a déjà faites et qu'on a déjà mises en place. C'est pas finalement complètement la fin de la saison puisque je risque de revenir. Je pars, je reviens. Parce qu'avec tout ce qui se passe, forcément, il y aura peut-être des émissions qui vont se mettre en place et c'est sûr qu'il y aura un face à Baba spécial, ça c'est sûr. Et peut-être qu'il y aura d'autres touche pas mon poste spéciaux. En tout cas, Sarah Knafo, députée européenne, fraîchement élue de Reconquête, est avec nous. Et c'est vrai que vous êtes au cœur de l'actualité. Déjà, comme vous m'avez dit, vous êtes heureuse d'être députée européenne. Oui, parce que vous êtes arrivé au dernier moment, vous, comme ça, sur la liste. Un mois avant. Un mois avant, exactement. Et vous êtes fait campagne avec bonheur. J'ai parlé aux Français. Il y a 1,3 million d'électeurs qui ont voté pour nous. Donc vous êtes heureuse. Ils nous ont fait confiance. Donc, vous êtes heureuse. Vous avez suivi Éric Zemmour? Absolument. Voilà. C'est lui qui vous a convaincu? C'était Marion qui m'avait demandé d'être sur la liste, de faire sa campagne, de la défendre sur les plateaux. Et c'est ce que j'ai fait. Et vous en avez parlé à Éric Zemmour après? Il vous a dit oui, fonce? Oui. Tout à fait. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Marion Maréchal? Ce que vous venez de nous dire, c'est Marion qui vous a dit de venir. Et puis Marion, finalement, vous a dit de venir. C'est comme si je fais un anniversaire, je dis à tout le monde de venir et moi, j'y vais pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors. C'est exactement ça. D'abord, Cyril, si je peux me permettre de revenir sur votre affiche, vous mettez Marion Maréchal exclue de Reconquête par Éric Zemmour. C'est elle qui est partie. C'est comme si une fille vous largue et ensuite vous dites que c'est vous qui l'avez plaquée. Donc là, non, ça ne m'est jamais arrivé. J'imagine. Bon, là, c'est elle qui nous a largués. Elle est partie. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Là, tous les Français voient le spectacle politique. J'ai écouté tout à l'heure Valérie Benaïm. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu... Netflix, c'est scandaleux. Enfin, les gens se disent c'est un peu dégoûtant. Dans la politique, tout le monde trahit tout le monde. Ça fait à peine 72 heures qu'on a eu une dissolution. Et là, tous les partis explosent. Alors, nous, forcément, je ne vais pas le nier. Les LR, ça explose de tous côtés. Moi, je vous mentirais si je vous dis que c'est facile à vivre. C'est pas facile. Forcément, on est écœuré quand on se dit on a fait confiance à quelqu'un et cette personne nous a trahis. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de donner des choses à des gens, des positions, de faire confiance, de croire en quelqu'un, de tout donner, de donner sa confiance, etc. Moi, si je vous dis de mon point de vue personnel, Marion, c'est une fille que je suis depuis que j'ai 17 ans. J'étais en terminale, je ne la connaissais pas du tout, je ne connaissais personne. J'habitais en Seine-Saint-Denis, vous connaissez, dans une petite ville entre Bondy et Aulnay-sous-Bois. J'étais en terminale et je voyais Marion Maréchal, qui avait 22 ans, je la voyais à la télé. Elle rentrait à l'Assemblée nationale et je me disais, mais waouh, quel panache cette femme, incroyable, quel panache. Elle est forte, elle défend ses convictions, elle est même prête à affronter sa tante pour défendre ses convictions. Et je me disais, c'est incroyable. Ensuite, en 2022, on l'accueille et là, on est tellement heureux. Éric Zemmour est tellement heureux. Il se dit... Je suis en train de faire l'union des droites au sein de Reconquête avec Marion Maréchal et on est heureux. On lui fait confiance, on lui donne la tête de liste et en fait on commence à
à découvrir que, si vous voulez, comment le dire, qu'elle a l'air un peu malheureuse chez nous, que c'est bizarre, que c'est pas si facile que ça. Et donc en fait, on commence à comprendre qu'au RN, elle était malheureuse parce que ses convictions n'étaient pas respectées, mais au moins elle était avec sa famille. Et on commence à comprendre que chez Reconquête, elle est aussi malheureuse parce que là, ses convictions sont totalement respectées, contrairement au RN, mais que là, elle n'est plus avec sa famille. Et on sent qu'il y a une tension. Alors pendant toute la campagne, les gens ont dit il y a des tensions chez Reconquête. Oui. En fait, non, il n'y avait pas des tensions, il y avait une tension, une énorme tension. Une tension entre Marion Maréchal et Marion Le Pen. Et c'est exactement ce qu'elle vous a dit sur votre plateau. Vous savez, Cyril, elle était à ma place, et elle vous a dit on est un peu schizophrène chez les Le Pen. Elle vous a dit pour moi, c'est la famille d'abord. Et donc, on commence à comprendre qu'elle n'est pas heureuse chez nous, que ça se passe mal parce qu'elle aimerait être avec sa tante. Et donc, à partir de ce moment-là, les choses se sont mal embranchées, mal enclenchées, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. Alors les gens ont dit divergence stratégique, etc. Et en fait, là, qu'est-ce qu'on découvre ces derniers jours ? De façon un peu humiliante, elle négocie avec le RN sans nous le dire. Moi, typiquement, c'est Gauthier Lebret qui me l'apprend, il est sur votre plateau, il me dit « T'es au courant, Marion négocie, etc. » Je lui dis « Non, je ne suis pas au courant. » Et il me dit « Mais c'est dingue, Zemmour sait pas, toi tu sais pas, on n'en savait rien. » Mais on se dit « C'est pas grave, c'est pour la bonne cause, c'est pour l'union. » J'espère qu'on aura le temps de parler de l'union de droite parce que c'est beaucoup plus important que les sujets internes. On va en parler parce qu'il y a Éric Ciotti qui va arriver dans un instant. Formidable, c'est vous qui faites l'union de droite. Là, il y a Chenille, Ciotti, moi, c'est parfait. Ah, il y a eu Loïc Signor qui est le Renaissance. Donc on a tout. Non, lui, on ne le met pas dans l'union, mais c'est pas grave. On le respecte. Il est bon quand même. On le respecte quand même. Et puis il est face à Louis Boyard. Donc là, face à Louis Boyard, on respecte parce que c'est ça l'ennemi et j'espère qu'on aura au moins 5 minutes pour en parler. Et donc, on apprend tout ça dans la presse, on apprend à la télé, etc. Et on se dit, bon, c'est un peu humiliant. Le comble, elle attaque Éric devant toutes les caméras et elle dit, Marine Le Pen est d'accord pour faire une alliance, mais sans Zemmour. Donc la balle est dans le camp de Zemmour. Waouh. Et donc là, que fait Éric ? Il y a deux choix. Soit on dit, bah non, etc. Et lui, il se dit, bah, moi, attention. Et il surprend tout le monde et il dit, moi, j'ai pas d'ego dans tout ça. Moi, je ne serai pas l'obstacle à l'union. Éric Zemmour dit « Reconquête ne sera pas l'obstacle à l'union des droites. On veut l'union des droites. Donc si Marine Le Pen veut que je ne me présente pas aux législatives, je ne me présenterai pas. Je ne demande rien pour moi. Ni circonscription, ni poste, ni rien du tout. Je ne me présente pas. » Et on se dit « Waouh, quelle classe !» C'est chez vos confrères de CNews. Et on se dit « Ça peut marcher. Cette union peut marcher. On y croit encore. Aujourd'hui encore, j'y crois. » Et le lendemain, Marion attaque quand même Éric. Elle invente quelque chose. Elle ment. Elle l'attaque quand même. Et elle dit « J'appelle tout le monde à voter pour le RN. » Et donc là, c'est pas seulement Éric qui est trahi. Si c'était que ça, c'est des affaires de personnes, on s'en fiche. Là, ceux qui sont trahis, c'est 1,3 million d'électeurs. Je vais vous dire un truc. Ce matin, j'ai reçu une lettre, un mail, pour être honnête, d'une femme qui s'appelle Marie-Pierre. Elle me dit « Sarah, j'ai 93 ans. Dimanche, je suis allée voter Reconquête. Je boite, j'ai 93 ans. J'ai demandé à ma petite fille, accompagne-moi au bureau de vote. » Sa petite fille l'accompagne et là, devant elle, il y a tous les bulletins. Il y a le RN, il y a tous les partis. Et là, il y a le bulletin Reconquête, avec écrit « Votez Marion Maréchal ». Il y a mon petit nom, écrit Sarah Knafo, il y a Éric Zemmour, etc. Elle prend ce bulletin, cette dame de 93 ans, elle le met dans l'urne et elle se dit « J'ai voté pour mes idées ». Tout le monde me disait de voter pour quelqu'un d'autre. Bardella était à 33, ça donnait envie, etc. Mais elle a voté Reconquête. Et cette dame, elle m'écrit « Aujourd'hui, je me sens trahie. Marion Maréchal, je viens de l'élire. Aujourd'hui, elle est députée européenne grâce à cette femme et grâce à 1,3 million de personnes à part elle. » Et elle dit « Et aujourd'hui, Marion Maréchal me dit « Reconquête n'a pas le droit de présenter de candidat. Il faut voter directement pour le RN. » Et cette femme, Marie-Pierre, elle me dit « Mais pourquoi Marion Maréchal ne nous l'a pas dit dimanche avant d'être députée ? Pourquoi est-ce qu'elle ne nous a pas dit dimanche, il faut voter directement pour le RN ? Pourquoi maintenant, 72 heures après, on ne mérite plus notre voix ? » Donc ça, c'est 1,3 million d'électeurs. Moi, Cyril, vous l'avez dit, je viens d'être élue. C'est mon premier mandat de ma vie. J'avais pas besoin de ça. Avant, je faisais pas de politique, j'étais haut fonctionnaire, j'avais une carrière tracée. Aujourd'hui, c'est le premier mandat de ma vie. Et moi, je dis à ces 1,3 million de personnes qui ont voté Reconquête, à tous nos militants, à nos cadres, je leur dis, moi, je ne serai pas ingrate. Vous avez voté pour nous, vous avez voté pour vos idées, je ne serai pas ingrate. Je suis une députée européenne de Reconquête et je vous le rendrai. Donc voilà, ça pour moi, c'est ce qu'il y avait de grave. Maintenant, je vous dirai aucun mal de Marion Maréchal. J'ai rien d'autre à dire. Je vous ai expliqué quels avaient été les sujets, les problèmes et pourquoi est-ce qu'on se sentait trahi, pourquoi nos électeurs peuvent se sentir trahis. Et je n'alimenterai pas le feuilleton. Alors justement, je vais vous poser une question dans un instant, mais juste il y a quelque chose qui est tombé, ça y est. Donc l'alliance Front Populaire est tombée et apparemment l'ancien président François Hollande apporte son soutien à l'accord du nouveau Front Populaire qui vient d'être scellé entre les partis de gauche. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les autres. Voilà. Quand François Hollande apporte son soutien, on sait que voilà, François Hollande, bon bah écoutez, ça continue, on continue dans le cauchemar. On se raccroche au wagon. Il se raccroche au wagon. Même lui, il veut un truc. Bah oui. C'est un truc de fou. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est que l'union ait pu se faire. Voilà. L'ancien président de la République soutient une alliance avec un parti accusé d'antisémitisme comme la France Insoumise. Et puis NPA, comme a dit Loïc Signor. Et NPA, évidemment. Et la jeune garde, les Antifa aussi. Exactement.
Donc Mais voilà, c'est- l'ancien président de la République, bah écoutez, il a dû, à mon avis... Il salue l'accord trouvé par les partis de gauche aux élections législatives. écoutez, voilà. Et, bon, Alors là, franchement, le alors, il drame paraît que tombe. Ségolène aussi, tiens, qui est chez nous. Bah, tiens, on lui posera la question. Ségolène Royal, même elle, je sais pas ce qu'elle a dû manger. Ségolène, je vais l'appeler demain. Écoutez, elle m'expliquera son choix, Ségolène Royal. Mais apparemment, tout le monde veut avoir un petit siège quelque part. Hein. Donc voilà, ils y vont tous. Ils vont tous à la gamelle, comme vous dites. Justement, vous, on en est où de l'union des droites? Alors vous allez faire quoi? Vous allez rester, parce que là maintenant, on voit qu'il y a une partie des LR. On va le voir avec Éric Ciotti qui vont aller avec le RN. Marion Maréchal est partie donc avec les RN. Et vous allez faire quoi? Bah alors justement, moi là, ce que je vois, c'est qu'il y a à la fois une grande inquiétude devant ce chaos, devant cette alliance de la gauche, ces islamo-gauchistes qui pour moi sont sincèrement les ennemis de la France. Et je trouve ça affligeant que la gauche qui s'appelait républicaine hier se mette à les rejoindre. Il y a un grand danger et en même temps, je trouve qu'il y a un grand espoir qui est en train de se lever en France. On se dit, dans 3 semaines, ça peut changer. Les Français sont en train de vivre un cauchemar. Ils vivent un cauchemar, ils n'en peuvent plus. Quand on a 10 ans aujourd'hui, on vit un cauchemar à l'école. Quand on a 15 ans, on vit un cauchemar dans la rue parce qu'on a peur. Quand on a 30 ans, on vit un cauchemar avec l'URSSAF. Quand on a 80 ans, on vit un cauchemar à l'EHPAD et on n'en peut plus. Et là, on se dit, il y a peut-être un rêve qu'on peut saisir. Ce rêve, c'est le fait de voir demain la droite, nos idées, les idées qui ont été portées pour ces élections européennes, 33% de Jordan Bardella, et qui peuvent peut-être arriver au pouvoir demain. Et moi, je crois qu'il y a un chemin pour réussir à y arriver. C'est une coalition. Une coalition avec 3 drapeaux, LR, Reconquête et le RN. Donc moi, ce soir, je veux dire que j'ai entendu Jordan Bardella qui disait pour une coalition, il faut avoir confiance. Donc moi, ce que je me propose ce soir, Cyril, c'est de rétablir la confiance. De lui dire, Jordan, on te tend la main. C'est encore possible. C'est jusqu'à dimanche à minuit, le dépôt des candidats. Vous avez vu tout ce qui s'est passé en même pas 72 heures. Donc imaginez tout ce qui peut se passer encore jusqu'à dimanche. La vie politique va encore être riche de rebondissements. Donc moi je dis, je tente encore. Tout est possible. Reconquête, je parle au nom de Reconquête, je suis porte-parole de Reconquête. Reconquête peut retirer des candidats. On peut faire un accord. On peut proposer avec ça. le Rassemblement national. Avec le Rassemblement national et avec LR. Et je félicite M. Ciotti qui l'a fait parce que peut-être que tous les autres de LR lui ont mis des gifles, mais il aura la base avec lui. Ouais. Et d'ailleurs, je ne dis pas seulement ça à Jordan Bardella, je dis aussi à tous les autres, à M. Bellamy, à M. Retailleau, à tous les autres. Mais Nadine Morano, pourquoi est-ce que vous ne revenez pas sur votre décision? C'est encore possible. Donc, moi, je le dis, Reconquête est prêt à cette union. Reconquête est prêt à la faire. Et donc, on se met à la disposition de... Vous l'avez appelé, Jordan Bardella? J'ai tenté de l'appeler. D'accord, vous avez tenté de l'appeler? Oui. Et alors j'imagine qu'il est très occupé. Il faut expliquer, il n'a pas envie de vous parler, Sarah Knafo. Il n'a pas envie de parler à Éric Zemmour non plus. Et c'est là, alors justement, c'est là le problème stratégique avec Marion Maréchal, qui a été beaucoup plus douce envers le Rassemblement national. Et l'avenir lui a quelque part donné raison. Elle ne pouvait pas anticiper cette dissolution. On a vu malheureusement qu'elle n'a pas réussi à obtenir d'accord malgré cette attitude. Elle va sauver quelques-uns de ses proches. Moi, quelques-uns de ses proches, voilà, c'est bon. C'est ce qui malheureusement dégoûte un peu de la politique. Elle est tombée dans un piège aussi. Tendu par le RN. Alors, donc là, vous seriez prête à faire un accord avec Jordan Bardella? Tout à fait. Donc moi, je vous dis, Cyril, typiquement, je vous ai entendu, vous avez dit, moi, je ne veux pas que Mélenchon devienne Premier ministre. Et ben moi non plus. Entre Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon, je sais quel est mon choix. Donc Cyril, si vous ne voulez pas quitter la France... Après, il y a Renaissance aussi. On peut avoir Gabriel Attal qui reste. Ou peut-être Gérald Darmanin. Je pense que ça va là se jouer entre la droite et la gauche. Mais donc Cyril, je vous dis, si vous ne voulez pas quitter la France avec Jean-Luc Mélenchon, je vous propose... Alors finalement, je reste, je vous le dis. Jean-Luc Mélenchon pas, je vais vous dire au contraire. Vous avez raison, je m'occuperai de lui tous les soirs. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, après, c'est vrai qu'il y a 3 choix. Après, moi, je suis persuadé que si Renaissance pas, je pense que ce sera Gérald Darmanin le Premier ministre. Et vous savez ce que vous dites, parce que ce matin, il était invité, il était hier sur votre plateau, il était ce matin chez Pascal Praud, et il a cité, si le RN arrive au pouvoir, ça sera Jordan Bardella. Si c'est le Front Populaire, ça sera Jean-Luc Mélenchon. Et après, il dit si c'est Renaissance, et il ne cite pas Gabriel Attal. Ça veut peut-être dire qu'il y a des petites ambitions derrière. Alors, justement, Sarah Knafo, vous avez fait quoi? Vous voulez rappeler Jordan Bardella ici? Appelez-le. Non, mais vous n'avez pas votre téléphone? Non, moi, j'ai pas mon téléphone, mais appelez-le. Vous voulez appeler Jordan Bardella, sans rigoler? Allons-y. Vous voulez quoi? Vous voulez lui parler? Moi, j'ai un truc à dire. Je me dis, voilà, aujourd'hui, on dit... C'est énorme. Si vous le faites ici, j'appelle Jordan Bardella. On est ouvert à la discussion. J'appelle Jordan Bardella. Voilà, on appelle Jordan Bardella. Si vous voulez que je vous dise. Une chance qu'ils répondent plus que... Il faut le faire. S'il y a d'autres gens qui veulent passer des coups de fil, n'hésitez pas. Voilà, écoutez, on va tout faire. Il y a tous ces conseillers qui doivent lui dire ne réponds surtout pas. C'est un traquenard. Attendez, vous allez lui laisser un message. Vous pouvez lui laisser un message. D'accord. Sarah, vous pouvez lui laisser un message. Le message à laisser. Attends. J'attends la messagerie. Attendez. On attend la messagerie. Cette séquence est... Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Donc je dis, Jordan, on se connaît depuis qu'on a 17 ans. On s'est rencontrés quand on avait 17 ans. Tous les deux, on vient de Seine-Saint-Denis. Tous les deux, on a des parents issus de l'immigration qui sont arrivés en France.
Je pense qu'on a des différences. On ne fait pas partie du même parti. Nos différences, on les gardera. Mais là, on a une chance unique. Il y a une coalition qui est possible. On peut sauver nos idées. Nous, on pèse que 5,5%. C'est modeste. Les LR pèsent 7%. Mais ensemble, on peut changer les choses. La différence entre 45 et 50%, ça s'appelle la majorité. Les 5%, ils peuvent changer les choses. Les Français, ils la voient, la différence. On verra la différence. Vous êtes en train de me bouffer mon forfait, là. C'est pas grave, Cyril. Faut pas être radin, c'est pas grave. Les Français verront la différence. Donc je dis oui, il y a eu des critiques, il y a eu des attaques de part et d'autre, mais je pense qu'on peut passer à côté. Ciotti, avec son parti, ils ont attaqué le RN pendant des années. Justement, on va le ils recevoir. les ont traités de nazis, ils les ont traités d'incapables, etc. Le parti LR, je dis pas Éric On peut Ciotti. lui dire au revoir, là, maintenant. Donc Jordan, la main est tendue, je vais raccrocher. La main est tendue, on y est prêt jusqu'à dimanche minuit, tout est possible. Tout est possible. En fait, c'était mon numéro, mais c'est Sarah Knafo. Merci. Voilà. Ah, ça nous rappelle, apparemment. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est peut-être pas impossible. Voilà, donc voilà. Merci, ma Sarah. Bon, on va voir ce qui se passe. Cyril. Vous nous tenez au courant, en tout cas. Vous voulez pas qu'on appelle quelqu'un, Louis Boyard, on lui dit si on veut faire une coalition un peu. Allez-y, hein, servez-vous de mon téléphone, ça ne me dérange pas du tout. Allez, restez avec nous, tiens, Sarah Knafo, c'était un moment. Et on va accueillir Éric Ciotti, hein, l'homme dont tout le monde parle. Oui. Et Éric Ciotti qui est avec nous ce soir. Ah oui, c'est vrai. Éric Ciotti, donc, qui il va revenir sur sa coalition avec le Rassemblement national, son exclusion des Républicains, mais aussi, enfin, son exclusion, d'ailleurs, il ne peut pas s'exclure lui-même des Républicains, parce qu'il n'est pas exclu des Républicains. Son barricadement hier au siège, c'était incroyable. C'est vrai que c'est fou. Hein. Ce soir, l'émission est incroyable pour une dernière. C'est complètement fou. Bonsoir, Éric Ciotti. Merci d'être là. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Vous avez vu l'union de la gauche? Alors, François Hollande a dit qu'il était pour. Et Ségolène Royal aussi. Mais il n'y a que nous qui ne pouvons pas la faire, selon certains. Non, mais... Eux, ils l'ont fait, c'est un danger. Ouais. Ce qui légitime encore plus qu'il y ait cette union des droites que j'ai voulu, en cassant, c'est vrai, des tabous. Alors, ça peut gêner les vieilles barbes. Mais moi, ce qui compte, c'est qu'on ait une opposition claire au danger de l'extrême gauche, de M. Mélenchon, de ses amis qui, depuis le 7 octobre, tiennent des propos antisémites, qui soutiennent le Hamas. Ça ne gêne pas du tout. Donc il faut une immense mobilisation pour porter cette coalition et pour, donner une espérance pour redresser la France. Alors justement, parce que eux de leur côté, ils disent exactement la même chose. J'ai vu le tweet de Ségolène Royal qui dit nous, il faut qu'on fasse une coalition contre le Rassemblement national. Donc c'est ce qui. Les Français devront choisir. Oui. Qui, depuis 2 ans, donne le visage de la haine dans la rue, qui attaque violemment les policiers, qui soutient les émeutiers, qui considère que ce qui s'est passé le 7 octobre, finalement, n'est qu'un détail, qui, aujourd'hui, porte cette haine dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, cette violence qu'on subit à chaque séance, jusqu'à introduire des drapeaux étrangers dans l'hémicycle. Voilà, tout ça, on voit bien, qui représente un danger aujourd'hui. Donc je dis à tous ceux qui ne voient pas qu'il faut se réveiller, qu'il faut se mobiliser. Aujourd'hui, c'est le scrutin électoral qui l'impose. C'est le vote au scrutin majoritaire. Ce sont les 2 candidats qui arriveront en tête qui vont s'opposer. Donc la NUPES représente, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, enfin, l'extrême gauche dangereuse, Oui. pour moi. Hein, c'est extrême gauche dangereuse. Ils vont faire autour de 30. Donc Macron, il a fait quoi? 14 dimanche. Nous, on a fait, malgré la magnifique campagne de François-Xavier Bellamy, a fait 7. Ouais. Donc ça veut dire que pour s'opposer, il faut qu'on s'additionne. Macron, il a sombré, il a mis le pays à terre, il a dissous, désordre dans la rue, désordre dans les comptes, chaos institutionnel. Donc il n'y a qu'une coalition qu'on n'a jamais essayé. Moi, j'ai voulu dire maintenant, ce qui compte, c'est la France. Arrêtons de regarder ce qui s'est passé il y a 75 ans, 80 ans. Jordan Bardella, il est né au début des années 90. Voilà. Donc arrêtons avec ces vieux discours qui servent à rien. Non. Les Français s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on agisse, qu'on redresse le pays, qu'on donne une espérance. Il y a une crise de pouvoir d'achat, il y a une crise, il y a le désordre partout. Oui. Donc il faut des solutions. Alors, justement, il y a le désordre aussi même dans votre camp. Vous avez pu sortir de votre bureau tranquille, vous n'avez pas de squatter. J'ai pu y aller après, parce que c'est vrai qu'on a... D'abord, tout ça a été une fable parce que... Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce qu'on a l'impression que si vous sortiez de votre bureau, il y avait des mecs qui allaient arriver pour squatter, en fait. J'étais pas dans mon bureau
hier, j'y étais ce matin. Ouais. Je suis président des Républicains. Bon, Qu'ils ont fait un conseil et tout. ils ont fait un poupouche. Hein, Ouais, c'est ça. un carteron de vieille barbe à la retraite. Qui ont toujours tout perdu. Ouais. C'était extraordinaire hier la photo. Ceux qui me faisaient le procès. Il y avait M. Copé, 0,3% à la primaire. Il y avait M. Bertrand. Il y avait Mme Pécresse. On peut dire que ceux-là, ils ont apporté beaucoup à la droite. Donc, sincèrement, aujourd'hui, il faut tourner la page de ceux qui nous ont amenés là où nous sommes. Nous sommes un grand parti de droite. Nous aspirons aujourd'hui à apporter notre contribution au redressement du pays, avec des idées fortes. On veut de l'ordre dans la rue, de l'ordre dans les comptes. On veut que les Français qui triment, qui travaillent, puissent gagner leur vie avec des salaires plus élevés. On veut arrêter les gaspillages, les déficits, les normes, l'administration insupportable qui paralyse l'initiative. C'est tout ça que l'on veut. On veut que la France soit plus puissante. Il faut essayer. On n'a jamais essayé. On n'a jamais essayé. Il y a ces tabous. On dit, oulala, on est compte, le président de la République a dit que je me suis allié avec le diable. Mais c'est tellement grotesque. C'est tellement grotesque. La ficelle, elle ne marche plus. C'est tout ça pour se maintenir au pouvoir en faisant peur. Mais ce qui fait peur, c'est la politique qu'ils font. C'est pas les alliances. Alors, Éric Ciotti, justement, vous avez négocié quelque chose avec Jordan Bardella, les premiers ministres? On a discuté d'une répartition des circonscriptions, puisque les Républicains que je représente, et je regrette que malheureusement sous la pression de gens qui d'ailleurs ne seront pas candidats aux élections législatives, donc ils ont imposé aux députés qui vont aller au combat une position qui va les fragiliser, qui va sans doute les faire perdre. Et eux, ils sont planqués. C'est les planqués qui ont imposé une ligne. Nous avons permis de discuter, d'avoir entre 70 et 80 circonscriptions. Et au départ, j'ai dit tous les députés LR sortants auraient pu être dans cette alliance. Eh bien, les vieux caciques déconnectés de la réalité ont refusé. Moi, j'ai levé ces tabous. J'ai dit, mais non, à un moment, il y en a marre. J'ai pris mes responsabilités. J'ai la confiance des militants. Je n'ai jamais reçu autant de messages de soutien. Et puis, on pense à la France, tout ça. On les laisse derrière. Et puis, c'est pas très grave. Justement, vous pensez quoi des Jeux Olympiques? Est-ce que vous allez peut-être y être? Si vous avez négocié le ministère de l'Intérieur. En tout cas, j'y serai quoi qu'il arrive. Je serai au passage de la flamme olympique, sans doute cette semaine, dans les Alpes-Maritimes. Si le 7 juillet, ça se passe pour vous, vous y serez en tant que ministre de l'Intérieur? C'est pas surtout pas à moi de dire ça. D'abord, il y a des élections législatives. On va se battre pour avoir une majorité absolue. C'est essentiel, c'est important pour le pays. Il faut que tout le monde se mobilise. Cette élection, elle peut rompre 12 ans de déclin, de déclassement. Hollande, Macron. Il faut arrêter ça. Justement, vous avez vu que François Hollande... Qu'est-ce que vous pensez que ça, François Hollande qui dit, l'ancien président, chaque fois qu'il parle, lui, en ce moment, c'est pas possible. C'est toujours pour dire une bêtise. Qui dit... Mais il n'avait pas de mots assez durs pour qualifier Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Maintenant qu'il y a un Front populaire avec la France insoumise, qui reste quand même, malgré le score de Raphaël Glucksmann, la force centrale de cette union, et que Jean-Luc Mélenchon, tout en ne voulant pas s'imposer, mais en s'imposant quand même pour Matignon, s'autonome à Matignon, et François Hollande change de et décide de soutenir l'union. Je ne sais pas ce que vous avez négocié vous, avec le Rassemblement national, mais François Hollande a dû négocier certainement un scooter et des croissants. Ça, électrique. On le connaît. Ouais, scooter électrique, peut-être. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce que nous a dit Sarah Knafo, puisqu'elle fait pas... c'est la porte-parole de Reconquête qui souhaite faire une alliance avec vous, avec le Rassemblement national, faire une grande union des droites. On a l'impression que vous les avez laissés sur le bas-côté, là, qui sont sur la bande d'arrêt d'urgence. Moi, je souhaite, vous êtes pour ou pas? Je souhaite que tous les patriotes soient rassemblés. Après, c'est une histoire entre Reconquête et le Rassemblement national, et je ne m'en mêlerai pas. Il y a eu sans doute... par le passé, des mots qui ont pu heurter, blesser, voilà. Bon. Justement, sur ce sujet, je pense que maintenant, il est l'heure de tirer un trait sur ce qui s'est fait par le passé. C'est vrai que par le passé,
Éric Zemmour a pu critiquer Marine Le Pen. Marine Le Pen a critiqué Éric Zemmour. Il y a eu des mots durs. On a montré nos différences. Je pense que chez LR, ça a été la même chose. Je disais tout à l'heure, pendant 40 ans, les Républicains, pas vous, Monsieur Ciotti, ont dit que le RN, c'était des nazis, des incapables, etc. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens courageux qui sont prêts à dire on tire un trait sur ce qui a pu blesser et vexer par le passé. On a certes des différences, mais ce qui compte aujourd'hui et dans une coalition, c'est ce qui nous rassemble. Je pense qu'Éric Ciotti, comme moi, ne sommes pas forcément d'accord avec tout le programme économique du RN. Et pourtant, on se dit peut-être que dans 3 semaines, avec M. Ciotti ou avec un autre, on pourra augmenter les expulsions en France. Peut-être que dans 3 semaines, on pourra un peu entamer la lutte contre nous, ce qu'on appelle le grand remplacement. Peut-être que dans 3 semaines, ça pourra aller un peu mieux dans le pays. En tout cas, moi, je suis sûre qu'avec Jordan Bardella, si c'est lui dans 3 semaines, ce sera mieux qu'avec Gabriel Attal. Et quand on est sûr de ça, on se dit peut-être que c'est le moment de ranger un peu les rancunes passées et de se dire maintenant il y a la France. Il y a des millions de gens qui nous attendent. Je ne parle pas qu'au nom de Reconquête. Il y a des millions de Français qui ont vu cet espoir se lever et qui se disent si on les voit tous ensemble, on est sûr qu'on peut sauver notre pays. Vous avez récupéré les codes de votre compte Twitter? Oui. C'est bon? Je sais que cette histoire... hein. Ça y est. J'ai vu, c'est un truc de fou ça. Truc un peu médiocre, quoi. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il y a des gens qui n'ont pas de dignité, quoi. Mais c'est pas très grave. Ouais, ils ont posté des trucs... C'est anecdotique. Ouais. C'est anecdotique, tout ça, on s'en fout. Vous avez tout récupéré, là, les clés, le compte Twitter Tout ça n'a pas vraiment d'importance. Oui. Par rapport à la gravité de la situation du pays, ça paraît quand même un peu dérisoire. Vous avez vu François-Xavier Bellamy au téléphone ou pas? Que c'est lui qui a porté la campagne des Européennes. On s'est parlé juste avant, je l'ai informé de ma décision. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je lui ai dit de venir avec moi parce que François-Xavier Bellamy est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Il a fait une très belle campagne, il a des convictions, il a des idées fortes. On les partage, pas sur tout, mais sur l'essentiel. Il a hésité, puis après il a été un peu enfermé dans le système. Il a appelé les autres, ils lui ont dit ouais, t'es fou. Mais j'ai vu aujourd'hui qu'il a déjà fait un pas en disant que jamais, s'il y avait un duel, il voterait toujours RN par rapport à l'extrême gauche. Donc ça veut dire que, voilà, quand il y aura le choix décisif, il sera avec moi. Je le sais, je l'appelle, parce qu'il incarne cette nouvelle génération et lui aussi veut tourner cette page. Sur vos militants, vous pensez qu'il y en a combien qui vont vous suivre? Parce qu'on parlait de 50%, vous pensez que c'est plus, vous pensez que c'est moins? L'immense majorité des militants, même des sympathisants, et dans cette ligne, il y en a qui se plaignent, il y en a qui se... Oui, ils ont été un peu sensibles, très peu, mais à ce discours ou ces attaques massives. Est-ce qu'à un moment, encore une fois, on est dans un moment extrêmement grave, hein, et peut-être encore plus depuis quelques minutes. Oui. Voilà, on peut avoir Mélenchon à Matignon. Ah, là-bas, et le seul qui puisse l'empêcher, c'est Jordan Bardella avec nous, dans notre alliance, dans cette union des patriotes, dans cette union de la droite. C'est plus M. Macron. Ça deviendra un vote inutile. Vous pensez que le vote Renaissance est un vote inutile? J'ai vu que dans les derniers sondages, aujourd'hui, ils sont à 18. Aujourd'hui, c'est Renaissance 18, on a Front Populaire 28 et RN, enfin RN est où 31. Donc c'est un vote inutile. Oui. Au scrutin proportionnel, chacun à sa place. C'est le cas aux élections européennes. Sarah Knafo a été élue, je la félicite, comme François-Xavier Bellamy. Donc, au scrutin proportionnel, chaque voix compte. Là, au scrutin majoritaire, pour être au second tour, ça va être quasiment que les 2 premiers. Donc, si on perd ces voix dans ceux qui font 18 aujourd'hui, eh bien, ça veut dire qu'il y a un danger. Donc, j'appelle à cette union de ceux qui ne veulent pas Mélenchon à Matignon. Et il n'y a qu'un vote, c'est celui pour notre coalition, celle que je conduis, avec, derrière, Jordan Bardella. Vous pensez que vous allez gagner? On va gagner, bien sûr, parce que les Français ne peuvent pas laisser faire ça. Ils ne peuvent pas laisser arriver le chaos. Et puis, voilà, on a dans notre programme, moi j'ai porté depuis des années des idées fortes sur la sécurité, le retour de la double peine, des peines planchées, la construction de places de prison, les expulsions systématiques des étrangers. Tout ça, nous le disons ensemble depuis des années et on nous dit « mais vous êtes différents ». Mais pourquoi on porterait les mêmes amendements, on défendrait les mêmes textes à l'Assemblée et on nous interdirait de les mettre en place? C'est la gauche qui a voulu cette coupure. C'est Mitterrand qui a installé cette fracture pour rester au pouvoir. Il y a une mauvaise nouvelle, Éric Ciotti.
Vous venez de reperdre votre compte Twitter. À l'instant. Ils ont viré tous les communiqués. Ils en ont remis d'autres. C'est qui votre community manager, je comprends pas. Écoutez, tout ça, c'est un peu dérisoire. Bon, très bien, vous en fichez. Oui, ouais, sincèrement. Vous allez rester les Républicains. Si ça les amuse, vous vous rendez compte, au lieu de faire campagne, par rapport à la gravité du pays, il y a des gens qui passent leur temps à faire ça. Bon, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas assumer des responsabilités. Donc, les choses sont claires et à un moment, il fallait clarifier. Merci Éric Ciotti d'avoir été avec nous. Merci Sarah Knafou. Moi, je vais revenir, ne vous inquiétez pas, c'est à mon avis. Je ne suis pas vraiment en vacances avec tout ce qui se passe. Je vais revenir très très vite en direct. En tout cas, je vous fais des gros bisous les chéris, je vous aime fort. Bravo à toutes les équipes qui ont travaillé sur l'émission. J'aurai le temps de les remercier puisque je reviens très prochainement. Déjà, c'est sûr, je ferai un face à Baba dans les prochains jours là en direct, certainement avec le représentant de Renaissance, Jordan Bardella, bien sûr, le représentant du Rassemblement national. Et on attend quelqu'un du Front populaire. Mais à mon avis, pour l'instant, on n'a pas eu de réponse. On attend, on va laisser des messages, mais bon, apparemment, ils n'ont pas de téléphone. Merci à tous, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci encore pour cette année. Vous êtes des amours, on vous aime fort. Et tout de suite, c'est le camping. Merci les chéris. N'oubliez pas, la vie est une fête. Merci les chéris.